Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Il y aura des manifestations dans une dizaine de villes de France samedi pour protester contre le projet de loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Frigide Barjot, l'une des organisatrices de ces manifs pour tous. Avec nous également Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. On les retrouvera dans notre dossier tout à l'heure. Mais on commence avec ces mots. Près de la frontière syrienne, j'ai constaté une souffrance inouïe. Ce sont les mots du cardinal Robert Sarah qui a passé plusieurs jours au Liban. Vous allez le voir, il était envoyé par le pape après l'annulation pour cause de sécurité de la visite en Syrie d'une délégation d'évêques qui participait le mois dernier au synode pour la nouvelle évangélisation. L'émissaire du pape a rencontré des réfugiés syriens. De l'autre côté de la frontière, à Homs, la situation sanitaire se dégrade. Des cas de peste ont même été découverts selon l'agence Fides qui rapporte les témoignages de civils chrétiens. Et puis sur Radio Vatican, sachez que Monseigneur Mario Zenari, le nonce apostolique, donc le représentant du Saint-Siège en Syrie, a salué la formation de la coalition des groupes d'opposition syriens. En France, le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. De plus en plus de femmes sont touchées par cette pauvreté. C'est ce qu'il en ressort cette année. Souvent des mamans isolées qui élèvent leurs enfants seules. Mais plus largement, l'association constate que la grande pauvreté s'est durablement installée en France. Nous avons passé une matinée dans un centre d'accueil du Secours catholique de Colombes, en région parisienne, centre que François Hollande avait visité en juillet dernier. On regarde ce reportage. Il est 9 h, le centre du Secours catholique de Colombes ouvre ses portes. 80 personnes en situation de pauvreté se présentent chaque mercredi. Il y a 4 ans encore, aucune femme ne venait ici chercher du réconfort. Mais depuis 2010, elles sont une quinzaine chaque semaine à franchir la porte du centre. Ça fait combien de temps que vous venez? Il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on me l'a fait connaître. Et puis je suis venue et j'ai très apprécié. Bon, moi je ne viens pas pour prendre la douche ou ça, bon, je déjeune de temps en temps. Comme Marie-Antoinette, le nombre de femmes vivant dans la précarité qui ont entre 50 et 65 ans a doublé en 2 ans. Mais ce ne sont pas les seules concernées. Ce qui est très marquant en ce moment, c'est une nouvelle forme de pauvreté. On est habitué à voir des hommes seuls qui vivent dans la rue, sans moyens, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est des femmes avec des enfants seuls. Et donc ça, c'est toujours très choquant. Une autre catégorie de personnes également touchées par la précarité, 30% des situations précaires concernent les étrangers contre 23% en 2001. Plus de femmes seules, plus d'étrangers. En une décennie, la pauvreté a changé de visage. C'est la deuxième étape de la visite ad limina des évêques de France. Après les évêques de l'ouest de la France il y a quelques semaines, c'est au tour des prélats du nord et de l'est d'effectuer leur traditionnel pèlerinage à Rome, sur les tombeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul. Visite qui se déroule tous les 5 ans, l'occasion pour les évêques de rencontrer le pape et différents membres de la curie romaine. Un groupe de 39 évêques emmené par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président de la conférence épiscopale, qui prononçait l'homélie lors d'une messe célébrée lundi matin au tombeau de Saint-Pierre. On écoute un extrait. C'est donc pour nous une occasion assez privilégiée de renouveler cette relation avec le pape et de renouveler par là même la communion qui nous unit dans le même ministère. C'est une occasion privilégiée aussi de revenir, j'allais dire paradoxalement, décharger du poids des contraintes du gouvernement quotidien de nos diocèses. C'est une chance de pouvoir regarder avec une certaine distance ce qui est le terrain sur lequel nous sommes quotidiennement engagés. Et c'est une chance de le faire dans la communion entre nous. La conférence des religieux et religieuses de France était réunie à Lourdes cette semaine pour leur assemblée générale qui a lieu tous les 2 ans. Conférence qui regroupe 450 monastères et instituts. L'objectif était de réfléchir à la vocation des religieux dans notre société en pleine mutation. Comment être plus créatif pour annoncer l'Évangile? On écoute le père Jean-Pierre Lonjat, président de cette conférence des religieux et religieuses de France. Il évoque les défis de la vie religieuse aujourd'hui. Comment être missionnaire en communauté, comment annoncer l'Évangile
en voyant comme ils s'aiment, selon la parole du Nouveau Testament. Ou bien encore tout ce travail qui est difficile à faire aux périphéries de notre société, aux marges de notre société, où peu de gens veulent aller, et où les religieux et religieuses qui n'ont rien à perdre, au fond, sont prêts à donner leur vie, quoi. Donc, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres domaines, en particulier tout ce qui concerne l'intergénération, tout ce qui concerne donc l'interculturel, tout ce qui concerne l'international, sont des secteurs dans lesquels nous pouvons tout à fait essayer d'apporter des réponses qui participent à la construction d'un monde nouveau. Dimanche, c'était le 11 novembre. Comme tous les ans, la communauté antillaise et guyanaise de métropole s'est réunie pour une grande messe à l'église Saint-Sulpice à Paris. Célébration présidée par les 3 évêques ultramarins, Monseigneur Michel Méranville, archevêque de Fort-de-France Saint-Pierre, Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne en Guyane, et Monseigneur Jean-Yves Riocreux, tout nouvel évêque de Basse-Terre en Guadeloupe. L'église Saint-Sulpice était pleine, près de 3000 fidèles pour eux. Et pour les évêques, cette messe est un rendez-vous très important. On les écoute. C'est une façon de se retrouver avec la communauté, c'est une façon de prier ensemble et je crois qu'en ce moment on en a besoin. Et c'est une façon de rester là et rester debout, quoi. C'était une belle occasion de retrouver tous ces Antillais qui sont un petit peu dispersés dans l'île de France, mais aussi sur tout le territoire de la métropole, comme nous disons, et qui ont ce besoin de se retrouver, de retrouver un peu leurs racines, la chaleur, l'amitié. Très souvent, ils se sentent méprisés, oubliés. On ne les connaît pas, on les prend pour des étrangers. Ils souffrent de cela. Ce sont des Français à part entière, mais entièrement à part. Donc, c'est une bonne occasion de leur dire « Soyez vous-même, n'ayez pas peur, n'attendez pas trop de considération, donnez-en autour de vous. Et vous verrez la joie qu'on a, que l'on éprouve à donner plus qu'à recevoir. » Le bourdon de la cathédrale d'Orléans a retrouvé son beffroi lors d'une grande cérémonie à laquelle participaient le maire et l'évêque d'Orléans. L'évêque, c'est Monseigneur Jacques Blacard. Abîmé après un bombardement de 1944, le carillon était silencieux depuis 40 ans. Grâce à une association de passionnés, il a été entièrement refondu dans son bronze et son étain d'origine et a ainsi retrouvé sa sonorité. Reportage à Orléans. Cela faisait près de 40 ans que la ville d'Orléans n'avait pas entendu le bourdon de sa cathédrale sonner. Après avoir été refondu dans son bronze et son étain d'origine, le bourdon de la cathédrale a en effet retrouvé le beffroi vendredi dernier, tout un symbole pour la ville. Le nom même est une première symbolique forte puisqu'il s'appelle Jeanne d'Arc et qu'Orléans est indéfectiblement attaché à Jeanne d'Arc depuis presque 600 ans maintenant. Et on le retrouve, le bourdon, j'allais dire sonnant, pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. C'est un autre symbole. Les habitants se sont mobilisés et l'association Les Amis du Bourdon se bat depuis 10 ans pour le réentendre, alors qu'il s'est tu une nuit de mai 1944. Cette nuit du bombardement, Orléans a été très touché. Quant au bourdon, je vous ai dit qu'il avait été blessé sérieusement. Et alors je voulais lui rendre la vie. J'aime bien la cathédrale d'Orléans. J'ai été baptisé là en 1942. Alors donc je viens par souvenir de ce gros bourdon. C'est vrai que c'est impressionnant de voir cette pièce magnifique. Mais ce que je reproche, c'est que ça n'a pas été fait à Orléans. C'est quelque chose que je reverrai jamais. Quelques réglages sont encore nécessaires, mais dès Noël, le bourdon rythmera à nouveau la vie des Orléanais. Voilà pour ce beau reportage. Et on finit avec une affaire à suivre et les images d'une audition qui a fait du bruit au Parlement européen. L'audition de Tonio Borg, un ministre maltais qui doit devenir le commissaire européen en charge de la consommation et de la santé. Mais sa candidature est fortement contestée par des parlementaires et certaines associations, comme le planning familial qui lui reproche, je cite, des prises de position conservatrice sur les droits des femmes, l'avortement, le divorce et l'homosexualité. Mardi, les parlementaires lui ont posé toutes sortes de questions sur ces sujets, des sujets qui, selon les partisans de Tonio Borg, n'ont rien à voir avec le domaine de compétence du poste qu'il brigue. Pour certains, il serait même victime d'une campagne de diffamation à cause de ses convictions chrétiennes. On saura la semaine prochaine si sa candidature est validée ou non, et on y reviendra bien entendu. Voilà pour l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique de Jean-Robert Armogat qui, cette semaine, a choisi d'évoquer la création par Benoît XVI de l'Académie pontificale de latinité. L'objectif est de promouvoir la langue latine. Tout un programme.
Le latin dans la liturgie est une revendication des fondamentalistes catholiques. Et c'est bien dommage, parce que le latin ne se limite pas à la liturgie. Le latin devrait être la langue de communication de l'Église. Le français, l'espagnol, l'anglais sont les 3 principales langues parlées dans le monde par les catholiques. Il est bon qu'il y ait une langue commune pour que les évêques en synode, pour que les documents généraux, internationaux, puissent s'adresser à tout le monde sans qu'une langue emporte le monopole sur les autres. Et c'est pour cela que la création de l'Académie pontificale de la latinité, que Benoît XVI a décidé il y a quelques jours, succède à la Fondation Latinitas fondée par Paul VI et devrait permettre non pas de créer un conservatoire pour une langue morte, mais de donner une impulsion nouvelle pour des études de latin. Le fait que la présidence a été confiée au professeur Ivano Dionici, qui est président de l'Université de Bologne, le secrétariat à un père salésien, le père Spataro, à 2 éminents latinistes de latin classique, sont autant de garanties pour nous dire que nous allons avoir un effort général qui devra être relayé par les évêques et les congrégations religieuses pour enseigner le latin d'abord aux clercs, aux religieuses, aux religieux, de manière à ce que cette langue puisse redevenir non seulement la langue de communication de l'Église catholique, mais aussi la langue de la recherche et du travail. Le grand patrimoine juridique, théologique, exégétique de l'Église catholique est en latin. La précision des termes exige une langue commune, un travail commun, et on ne peut que se réjouir de la constitution d'une académie pontificale de la latinité pour donner un renouveau aux études et à la présence du latin dans notre Église. Merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens cette semaine. En France, chaque personne jetterait 20 kilos de nourriture par an. Halte au gaspillage. C'est le cri lancé par Pèlerin cette semaine à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. L'hebdo qui s'intéresse par ailleurs à cette autre guerre, celle de nos soldats blessés qui reviennent d'Afghanistan et qui réapprennent à vivre. Pèlerin qui, à l'occasion des 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris, publie un hors-série sur ce haut lieu spirituel, théâtre de l'histoire de France. Eh bien justement, les Français fous d'histoire, c'est le titre de Famille chrétienne qui parle d'un paradoxe. Les Français aiment l'histoire et admirent des héros que certains historiens voudraient passer sous silence, selon FC. Et puis à l'occasion de la journée internationale du 20 novembre pour le droit des enfants, dans la vie, un reportage sur le parrainage d'enfants avec de jolis portraits de quelques binômes parrains-filleuls. Par ailleurs, l'hebdo s'intéresse aux différentes manifestations ce week-end contre le projet de loi sur le mariage homosexuel. On en parle tout de suite dans notre dossier. Il y aura donc des manifestations dans une bonne dizaine de villes de France samedi contre le projet de loi sur le mariage homosexuel. Manifestation organisée par le collectif La Manif pour tous, dont vous faites partie, Frigide Barjot. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter. Merci à vous de venir. Nous sommes très contents de pouvoir annoncer ces manifs qui montent et qui éclosent à peu près partout. Et on va parler avec Jean-Pierre Denis également, qu'on salue. Bonsoir Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes toujours directeur de la rédaction de La Vie. Frigide, vous n'êtes pas la seule derrière ces manifs pour tous. Non, nous sommes des citoyens. Voilà, nous sommes des garçons, des filles, des hommes, des femmes, des pères, des mères, des homosexuels, des non-homosexuels, des gens de gauche, des gens de droite. Et nous nous sommes regroupés dans cette appellation pour dire notre désaccord sur le mariage pour tous, il faut faire des manifs pour tous. Et alors, je vous propose, avant d'aller plus loin, d'entendre d'autres personnes qui vous accompagnent sur ce projet. On les écoute et puis on revient tout de suite en plateau. Cette nouvelle étape, c'est une manifestation prévue le 17 novembre partout en France, dans les plus grandes villes. À Paris, ce sera à 14h30, place d'Enfer Rochereau, pour bien faire comprendre que ce projet de loi n'est pas une volonté unanime du peuple français. Nous serons nombreux dans les rues pour montrer au gouvernement et pour faire prendre conscience à la société et à l'ensemble du peuple de France que nous basculons dans quelque chose de nouveau, que ce projet de loi veut modifier en profondeur notre société. Donc on voudrait éclairer ce débat qui le mérite. Nous, on se fait une haute idée et de la République et de la gauche et de la lutte contre l'homophobie.
Et on pense que ça mérite plus que et mieux qu'un projet de loi précipité qui passerait soit en force, soit dans l'indifférence générale. Frigide, alors... Eh bien, vous voyez, les gens de gauche, les homos, et on espère beaucoup de monde derrière. Écoutez, on s'est rendu... Comment ça s'est organisé, ce projet de manifestation? Ça s'est organisé dans un bistrot. Je vais vous dire, c'est tout bête. Évidemment, on n'est pas tout seul quand même. Il y a des gens qui nous ont regardés, écoutés, et qui maintenant, aujourd'hui, nous rejoignent. Des réseaux comme les AFC, l'Alliance Vita est arrivée aussi là, il y a quelques jours. Mais au départ, ce sont vraiment des gens du peuple qui se sont rendus compte à la lecture du projet de loi qu'en fait, sous prétexte de donner généreusement une égalité de droit à une partie de la population, qui est assez minime tout de même, mais bon, c'est vrai qu'il y a des revendications, eh bien, on était en train de changer totalement et de mettre en place une loi universelle pour tout le monde. Donc spontanément, des gens sont venus vous rejoindre? Oui, en nous disant, mais comment ça se fait? Demain, en fait, le projet de loi qui va arriver et qui est déjà adopté par le Conseil des ministres, va enlever de tous les articles, pas que du Code civil, de tous les codes, Code de la sécurité sociale, Code du travail, les mots de homme et de femme et de père et de mère. C'est-à-dire que demain, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni père, ni mère, il y a des époux. Mais a priori pas dans les livrets de famille, c'était une... Je ne sais pas, je m'en... c'est ce que dit le gouvernement, en tout cas. Oui, mais ce n'est pas le problème de savoir si c'est dans les livrets de famille. Ce qui est important, c'est que ce soit dans le droit commun. C'est-à-dire que ce code civil, demain, ne reconnaîtra pas la sexuation et le fait de l'altérité homme-femme. C'est l'institutionnalisation de la loi du genre. Et ça la permettra effectivement de dire que demain, deux personnes peuvent être légalement parents d'un enfant. Alors, ça, et ces deux personnes seront homme-homme et femme-femme. Mais c'est très grave. Mais oui, tout à fait. C'est le changement anthropologique. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des manifestations. Oui, et on va donner la parole à Jean-Pierre Denis, puisque dans La Vie, vous avez publié un article sur ces manifestations. Et alors, vous parlez de deux mouvements, celui du samedi 17 et celui du dimanche 18. Ces mouvements du dimanche ont été initiés par l'association Civitas. Et vous parlez dans La Vie d'une guerre de manifs. Oui, en fait, Civitas, il faut expliquer ce que c'est. C'est un mouvement qui est proche des intégristes et des lefévristes, les partisans de Monseigneur Lefebvre, et qui, à l'occasion d'un certain nombre de débats de société, essaye d'utiliser ces débats de société pour avoir une résonance médiatique maximum. Et qui utilise d'ailleurs, c'est assez intéressant de le remarquer, des méthodes qui sont exactement les mêmes méthodes que celles, vous savez, de mouvements comme ACT UP à l'époque, qui se servaient comme ça de grands leviers symboliques, télévisuels pour exister. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les évêques, dans un premier temps, ont été un petit peu piégés en disant « bon, ah oui, il y a une manifestation, c'est très bien », puis ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas, ils ne souhaitaient pas cautionner cette manifestation des mouvements intégristes. Et ce que je trouve intéressant de constater dans cette affaire depuis quelques mois, c'est que je trouve que la façon dont l'Église catholique, je pense notamment au cardinal 23, mais je dirais à la conférence épiscopale dans son ensemble, gère cette affaire, c'est très fin et c'est très bien mené. C'est-à-dire qu'il y a deux écueils, au fond. Le premier écueil, ça serait de se taire. Mais le deuxième écueil, ça serait la surenchère. Et ça serait, à travers la surenchère, le risque de rentrer dans le jeu des intégristes. Vous voyez, c'est pas facile. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. L'Église américaine est rentrée frontalement au combat contre Obama à propos de sa réforme de la santé, parce qu'il y a dans cette réforme de la santé des dispositifs qui ne conviennent pas aux catholiques. Et bien, ce combat frontal, aujourd'hui, risque de se retourner un petit peu contre l'Église. Il y a le cas espagnol aussi, où l'Église catholique est montée frontalement au combat contre Zapatero. Ça s'est retourné et la façon dont l'Église catholique aujourd'hui en France est, je trouve, très différente et très adaptée au contexte de laïcité et de pluralisme de la société française, et aussi à la nécessité de résister à cette surenchère des intégristes. Frigide. Eh bien, moi, en tant que catholique, j'ai pris ma place de laïque, effectivement. Voilà, tout à fait, c'est ça. J'ai entendu... Parce que ces manifs, elles ne sont pas confessionnelles. Pas du tout. Et j'ai entendu... vous voyez, on a vu Xavier Bongibaud. On a aussi un juif athée, Lionel Lombroso, qui dira que le mariage civil, c'est un mariage mixte, qu'on peut se marier avec des religieux, des non-religieux, et qu'on ne regarde pas d'où viennent les gens quand on se marie. Et il y a aussi des musulmans, les fils de France, qui... tous musulmans qui sont, souhaitent le mariage républicain
pour leur commune, enfin pour leur père et pour leur mère, voilà. Et puis, enfin, leur futur père et mère. Puisqu'en fait, le mariage, je rappelle, c'est le lieu où va s'instituer la famille. Et quand on dit mariage, on dit filiation. Et c'est ça qui est fondamental. Je reviens sur ce que dit mon ami Jean-Pierre. Il a raison. L'Église a impulsé, a montré le sens. J'ai été, moi, saisi par la prière du 15 août, puis ensuite par les déclarations très déterminées des évêques. Et j'ai pris ma place de laïque et je me dis, c'est à nous maintenant, en tant que citoyens, de relayer dans la rue, enfin pas que dans la rue, hein, parce qu'on n'a pas fait que ça, on demande des états généraux, on demande un référendum, on a signé des pétitions, on écrit à nos députés, on mobilise tous les corps intermédiaires et surtout nos élus et nos maires, parce que eux... Vous avez l'impression que le débat est lancé quand Bien même. sûr, mais c'était pas le cas. Et il n'y aurait pas eu, honnêtement, la prise de parole très tôt de Monseigneur 23, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il a été relayé d'ailleurs par d'autres autorités morales. On parle à juste titre du grand rabbin de France. Des protestants également, de la et Fédération des protestants, et des orthodoxes, et des musulmans. Et ils ont eu l'intelligence, comme je vais dans le sens de Jean-Pierre, de ne pas faire une déclaration commune, comme s'il y avait le front des religions, si vous voulez. Et c'est très malin, ça. Parce que ça veut dire, nous, les autorités morales, on éclaire le débat. Et vous, les citoyens, puisqu'il s'agit en fait d'un grand débat qui remet en cause le droit commun, le droit civil, le droit de la famille, pour tout le monde, eh bien, emparez-vous-en. Et comme les politiques étaient très frileux là-dessus, eh bien finalement, ça a laissé la place aux citoyens que nous sommes. Jean-Pierre. La frilosité des politiques, elle est absolument réelle. Ouais. Je dirais, d'ailleurs, il y a deux cas de figure très différents. À droite, il y a cette vieille crainte de la droite française, en particulier d'apparaître comme conservatrice et d'être à la remorque des évolutions sociétales et culturelles et d'être ringarde. Ouais, ça, c'est le cliché médiatique. C'est la grande angoisse. On va leur montrer que non. C'est la grande angoisse d'une partie de la droite qui... et puis il y a aussi, évidemment, au sein de la droite, un courant libéral qui estime que le mariage... Il y a les gays libres, les gays libéraux, donc, qui estiment que le mariage doit être ouvert à tout le monde. Donc il y a un vrai débat, et ceux qui sont les plus hostiles sont souvent, effectivement, les plus ouvertement conservateurs. Quant à la gauche, je dirais le tableau n'est pas beaucoup plus clair, parce que quand on discute, quand on recherche, quand on discute en privé avec un certain nombre d'élus, des maires, des députés, et même des personnalités de premier plan, voire d'anciens premiers ministres, on se rend compte qu'ils sont opposés. Mais ils savent qu'il ne faut pas le dire. Alors c'est ça qui en dit long d'ailleurs sur la qualité du débat démocratique dans notre pays. Ils savent qu'il ne faut pas le dire parce que c'est dangereux de le dire, parce qu'on peut être qualifié de homophobe. Donc le débat, en fait, qui devrait avoir lieu au Parlement, le débat qui devrait avoir lieu au Parlement, le débat, en réalité, n'a pas lieu. C'est pour ça que la société civile s'en empare. Se bouge, comme vous le faites, Frigide. Alors, je tiens à dire que chaque fois qu'effectivement une personnalité prend la parole, ça libère un peu plus la parole. Ah oui. Et donc Lionel Jospin, de ce point de vue, a été très efficace sur le plateau de Canal, en plus, qui est quand même la chaîne réputée pour justement se moquer des conservateurs, etc. Puisqu'il a eu le courage de réitérer, enfin de redire sa position déjà quand il était Premier ministre, que tout homosexuel qu'on est, on a effectivement, on doit s'aimer, la société reconnaît l'amour des homos et il n'y a aucun souci, mais dès lors qu'il s'agit de transférer une parenté qui n'est pas réelle, on ne peut pas toucher comme ça à la filiation. Eh bien, c'est très important. Quand Dave, le chanteur, dit aussi que le mariage n'est pas une institution qui est faite pour les homosexuels. Quand nous avons Karl Lagerfeld aussi, qui dit des choses très importantes de ce point de vue. Enfin, quand ça vient de la communauté elle-même, vous comprenez, ou de la gauche, Bernard Poignant, qui est maire de Quimper, proche de Lionel, et qui est à l'Élysée, a écrit François Hollande. Oui, et qui est à l'Élysée. Oui, non, de François Hollande. Il ne cache pas, il ne désarme pas là-dessus. Il écrit véritablement que par rapport à l'enfant, effectivement, on ne peut pas décréter demain que c'est le même couple. L'exemple de la confusion de ce débat, c'est prenez la prise de position du nouveau député socialiste de Meurthe-et-Moselle, qui a pris position, qui est parmi les rares à gauche à avoir pris position, Dominique Potier, en réalité contre le mariage homosexuel,
Qui est-il? Eh bien, il est l'homme qui a battu Nadine Morano aux élections législatives. Et qui est Nadine Morano? On la connaît pour beaucoup de raisons, mais je voulais juste rappeler que Nadine Morano s'était déclarée favorable aux mères porteuses, en disant qu'elle pourrait même envisager de porter l'enfant de sa propre fille. Donc vous voyez qu'on est dans un débat qui en fait brouille un certain nombre de clivages Elle commence à faire traditionnels. marche en arrière, ce qui est important. Allez, pour conclure, il reste 5 secondes. Eh bien, que moi, je voulais dire que nous sommes dans une espérance folle parce que l'opinion est en train de bouger, même Nadine Morano est en train... Ah oui, ça bouge. L'opinion bouge, mais l'opinion ne bascule pas. Et ben voilà. Attendez, elle va basculer après la manifestation du 17 novembre, le 18, on s'en fiche. Vous avez donné le rendez-vous pour le 17 novembre, on a vu le site internet pour plus d'informations. Et il y a des beaux t-shirts. Merci Frigide, merci Jean-Pierre, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et puis on arrive à la fin de cette émission qui pour moi a une saveur particulière puisque c'était ma dernière ici à KTO. Je pars pour de nouvelles aventures. Oui, David, pour nous aussi, cette émission a une saveur particulière. Il n'était pas question, bien sûr, même si ça n'ôte rien au sérieux des sujets traités ce soir, de laisser passer le dernier à la source de David Milla sans un hommage public et puis un hommage pratique, parce qu'il faut dire à tous vos fans, ils sont nombreux, que désormais ils vous retrouvent chaque dimanche matin après la messe sur France 2 aux commandes du plateau du Jour du Seigneur. Alors sachez, cher David, que nous sommes tous très fiers que vous ayez été appelés à relever ce défi et puis que nous voulions vous remercier pour le travail accompli depuis 5 ans au service des téléspectateurs de KTO et qui vous a valu l'estime et l'affection de toute l'équipe qui a tenu à être en régie ce soir. Alors David, que les bénédictions du ciel vous accompagnent et puis quand même c'est votre émission, je vous laisse le dernier mot. Merci Philippine. Beaucoup d'émotions, voilà. Et puis merci à vous tous et puis on se dit à très bientôt. Bravo.